Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en direct live pour une émission que nous consacrons à la conception des bâtiments d'une façon écologique, respectueuse de l'environnement et du développement durable, et puis également à l'impact que toutes ces constructions et toutes ces rénovations peuvent avoir sur un plan de relance dont on parle évidemment un petit peu moins ces derniers jours, mais qui est quand même une priorité évidemment du gouvernement français pour les mois à venir. Alors sur ces thèmes de l'éco-construction et de la rénovation énergétique, il devait y avoir la semaine prochaine à Gardanne un important forum organisé sur le site du Puy Moranda, et le préfet donc de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône a été amené en fonction de la situation épidémiologique à annuler ce rendez-vous, et nous avons donc décidé de vous proposer une rencontre avec les principaux animateurs de ce salon depuis plusieurs années. Et cette rencontre se fait donc sous forme digitale, avec la possibilité, si vous êtes intéressé par ces questions et si vous avez des projets, de nous en parler. Et puis on prendra ces témoignages, ces questions, ces idées, ces contributions au débat pour un sujet d'autant plus important que notre région peut se considérer comme une région en pointe sur ce domaine par rapport à de nouvelles techniques d'éco-construction. On va donc évoquer ces questions de l'éco-construction et de la rénovation énergétique avec 4 spécialistes. Le président d'Éco-Bâtisson, Serge Lièvremont, qui est avec nous. Olivier Bénéfice, qui est chef de projet au CPIE à Aix. Il nous expliquera ce qu'est le CPIE et quel est son rôle dans la préparation et le conseil sur ces projets. Floris Van Liet est architecte, vue sur mer. C'est évidemment un des professionnels qui est concerné par ces sujets. Et puis nous avons avec nous un consultant également, Bruno Bazir, qui interviendra dans ce débat. Alors donc, désolé de vous proposer un ersatz par rapport à ce que vous deviez faire à Gardanne sur 3 jours la semaine prochaine, mais ça nous permet quand même d'évoquer ce sujet qui est très concernant, comme on dirait maintenant, pour beaucoup d'entre nous, parce que évidemment la construction, le logement, l'endroit où on vit, l'endroit où on habite, c'est un point très important de notre vie quotidienne, peut-être encore plus avec les contraintes qui sont apparues avec le confinement sur des notions de place, d'habitat individuel ou d'habitat collectif. Et puis il y a évidemment toute l'utilisation de nouveaux matériaux. Et puis cette contrainte de la rénovation énergétique, contrainte positive, mais où il faut évidemment faire en sorte que nos bâtiments consomment moins et peut-être soient désormais des bâtiments à énergie positive. Alors Serge Lièvremont, par rapport à ce débat que j'ai posé en quelques mots, comment se positionne Éco-Bâtisson et est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre association ? Oui, bien sûr, bonsoir. Donc l'association des Éco-Bâtissons existe exactement depuis 10 ans. Principalement implanté dans le grand sud de la région PACA, puisque nous rayonnons de Pertuis au-dessus d'Aix-en-Provence jusqu'à Carros au-dessus de Nice, par l'intermédiaire d'une trentaine de spécialistes de l'éco-construction, avec 12-13 métiers qui représentent l'ensemble des possibilités donc de la construction, notamment évidemment, vous l'avez compris, architectes, concepteurs, bureaux d'études. Nous avons aussi des spécialistes des énergies renouvelables. Nous avons un maçon spécialiste du chaud-chambre. Nous avons bureau d'études bois, bureau d'études béton, et puis un maître d'œuvre de la mise en place du chaud-chambre, ce qui représente donc à peu près 12 corps de métier, ce qui nous permet ensemble de promouvoir nos savoir-faire sur toute la région, nos savoir-faire et surtout de pouvoir répondre à la demande de clients qui sont aujourd'hui particulièrement des particuliers, principalement des particuliers, pour pouvoir prendre en charge des chantiers le plus complets possible pour permettre à nos clients d'avoir une vraie cohérence depuis la recherche d'un terrain par l'intermédiaire de Floris jusqu'à la réception d'un chantier en tout corps d'état. Voilà, vous avez employé des mots intéressants, chaud, chanvre, bois. Donc on va voir que désormais, il n'y a pas que les constructions, on va dire, en matériaux traditionnels, si on peut dire les choses comme ça, mais qu'il y a aussi dans notre région des initiatives très importantes avec des nouveaux matériaux, peut-être plus écologiques ou plus conformes à l'idée qu'on se fait du développement durable. Olivier Bénéfice, le CPIE à Aix,
Quel est votre rôle? On sait donc qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'institutions qui sont chargées dans notre région, sur nos territoires, de conseiller donc les personnes qui veulent faire construire une maison. Est-ce que vous faites partie de ces personnes-là, de ces conseillers-là? Oui, donc le CPIE, c'est une association 1901 à but non lucratif qui porte et anime maintenant depuis, si on remonte aux origines, 2003, mais plus fortement depuis 2016, ce qu'on appelle le service public de la performance énergie habitat. Donc c'est vraiment ce service public d'information, de conseil et d'accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation. Comme tout service public, en tout cas aujourd'hui, c'est un service qui est gratuit. Vise vraiment à accompagner les particuliers, les porteurs de projets, à la fois en montant en qualité les projets, avec les choix de matériaux, les choix de technologie, la compréhension des documents techniques, donc vraiment un côté de vulgarisation technologique, mais aussi les accompagner dans la mobilisation des aides financières, parce qu'il y en a un grand nombre, et il faut s'y retrouver. Chaque type d'aide a ses propres manières d'être mobilisé, ses critères, ses propres critères. Et puis ensuite, c'est aussi être en relation avec des professionnels compétents à tout niveau, à la fois les professionnels qu'on va appeler de la mise en œuvre du bâtiment, mais aussi avec les professionnels en amont de la transaction immobilière, puisqu'on sait que c'est un moment important, et mais aussi avec les autres acteurs de type public, comme le sont les conseils ou les architectes conseils ou les conseillers de la ville, par exemple. Donc, on essaie de se retrouver à un nœud d'information à la fois sur les pôles publics et sur les éléments techniques pour accompagner les porteurs de projets. Merci, Floris Van Lith. Cette action-là, je voulais terminer en disant que je suis aussi le porte-parole des homologues de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Et on est tous regroupés en France sous le nom FAIR. Voilà. Merci de ces précisions, Olivier. On va se tourner donc vers l'architecte, Floris Van Lith, puisque évidemment, dans ces projets qui sont les projets d'une vie, on sait que beaucoup de Français ont comme principal projet de leur vie d'avoir une maison individuelle. C'est pas forcément très facile, notamment dans notre région où on a déjà commencé à l'évoquer, le foncier est très cher, sans doute plus que dans d'autres régions, et plus cher parfois même que le coût de la construction du bâtiment. Quel est le rôle de l'architecte dans aujourd'hui cette orientation vers une forme d'éco-construction et puis donc éventuellement aussi sur la rénovation énergétique qui peut passer par l'architecte également? Alors, merci Monsieur Bisson. Je dirais un mot sur l'architecte, mais je serai peut-être architecte, mais dans une deuxième vie. Il faut que je précise que je travaille avec des architectes, ça fait partie de mon activité, mais je ne le suis pas moi-même. L'architecture, c'est presque plus le domaine de Monsieur Liévremont et de Bruno Bazir, en tout cas dans leur activité. Mais je travaille avec eux et avec des clients qui sont en projet d'éco-construction et d'éco-rénovation. Donc l'architecte est au centre de l'acte de bâtir et de rénover de manière écologique, mais je ne le suis pas moi-même. Par contre, c'est un maillon essentiel avec lequel je travaille. Et pour revenir sur le propos de la maison individuelle, oui, c'est difficile parce que, comme vous l'avez dit, les terrains sont très très chers. On se retrouve dans une région où vous allez investir parfois plus dans le terrain que dans la construction, tellement les terrains sont chers. Donc, il va falloir trouver aussi peut-être pour certains des alternatives qui ne sont pas forcément la maison individuelle avec du terrain autour, mais de se grouper, de faire de l'habitat groupé, ou de se mettre à plusieurs parfois pour acheter un bâti, le rénover de manière écologique. Merci. Alors, petite erreur d'aiguillage. Je crois que là, maintenant, on va retrouver un architecte, donc Bruno Bazir. C'est moi qui me suis trompé entre les différents intervenants et je vous prie de m'en excuser. Donc, Bruno Bazir, on va reprendre un petit peu la même question, puis après, on va ouvrir complètement le débat. Sur l'impression déjà que vous me donnez tous les quatre de constituer des éléments importants d'un réseau, que justement, je crois, vous mettez en exergue à chacune de ces réunions, comme ce forum qui, malheureusement, sans vouloir retourner le couteau dans la plaie, ne pourra pas avoir lieu cette année sous sa forme habituelle. C'est vraiment aujourd'hui, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un réseau pour permettre en effet des approches nouvelles de la construction sur un territoire où, pour les raisons qui viennent d'être indiquées par Floris, tout ça n'est pas toujours très facile à mettre en place en fonction des contraintes économiques. Et on parlera peut-être aussi des contraintes de sol tout à l'heure aussi.
Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Voilà, nous sommes des designers en concept d'habitat bioclimatique avec cette agence Triab. Et effectivement, nous on a commencé en 2006 et au départ, on amenait des concepts nouveaux qui n'étaient pas du tout le courant pour aussi bien pour les services de l'urbanisme, les maires ou les architectes des bâtiments de France. Et faire un beau concept, ça ne suffisait pas. Il fallait absolument qu'on crée un réseau d'acteurs qui puissent ensuite réaliser ce qu'on était capable de concevoir. Donc, aussi bien au niveau de la pédagogie avec les institutions que au niveau des entreprises pour créer cette dynamique, ou en tout cas rassembler ceux qui étaient déjà conscients d'une direction vers l'éco-conception et l'éco-construction. Il a fallu donc avoir un acteur qui soit très présent sur le territoire, le sud de la France et le sud-est de la France. Et donc, Éco-Bâtissons était pour nous la solution. Donc, on a été très actifs depuis le début avec cette association. Je le disais en introduction, on est sur un sujet qui n'est pas un sujet forcément d'actualité. Par contre, il y a plusieurs événements qui sont venus se percuter sur l'actualité. D'abord, en effet, le confinement qui a amené les gens à avoir sans doute un véritable besoin, en tout cas des très fortes envies d'habiter dans une maison individuelle. Ensuite, le plan de relance qui prévoit en effet pour redynamiser l'activité économique et puis pour accélérer la transition énergétique, de revenir sur cette notion compliquée parfois de rénovation énergétique des bâtiments. Et puis aussi, on pourrait commencer par ça, puisqu'on a eu une question tout à l'heure de Daniel à ce sujet-là, la problématique de nos terrains et des événements dramatiques qui peuvent se produire à cause du réchauffement climatique. Et notamment, là, je fais allusion bien sûr à ce qui s'est passé dans l'arrière-pays niçois. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des gens qui vont devoir reconstruire. Comment est-ce qu'ils vont reconstruire? Est-ce que dans la reconstruction, il va y avoir la possibilité de mettre une place pour l'éco-construction, ou est-ce que c'est même pas une question? Est-ce que c'est vraiment une obligation aujourd'hui d'envisager des reconstructions avec vos techniques et vos solutions, messieurs? Serge Lièvremont. Oui, je peux un petit peu répondre plus précisément au niveau de la technique, puisque vous m'avez présenté tout de suite comme le président de l'association. Mon métier d'origine, c'est l'éco-construction bois. Donc, je suis l'ancien gérant de la société Exebois, qui est installée sur Tretz depuis 16 ans exactement. Donc, notre spécialité, c'est l'éco-construction bois. Nous sommes capables de construire aujourd'hui avec des matériaux biosourcés régionaux, aussi bien pour le matériau bois, donc avec la filière bois d'Alep, la structure, l'association Fibois Sud, l'interprofession plutôt. Nous sommes évidemment en relation avec le grand groupement Bureau d'études Envirobat BDM qui nous permet de concevoir et d'étudier et de proposer des maisons bien adaptées à, comme son nom l'indique, BDM, bâtiment durable méditerranéen. Donc, je ne vais pas rentrer ce soir trop dans les détails techniques, mais nous sommes capables aussi d'isoler ces maisons avec des matériaux biosourcés, notamment locaux, puisque nous utilisons en tant que constructeurs de la paille de riz de Camargue, nous utilisons de la balle de riz, toujours de Camargue, nous sommes capables aussi de travailler le chaud-chambre avec des spécialistes de la maîtrise d'œuvre et de la mise en œuvre. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, évidemment, notre objectif, c'est de fabriquer des maisons les plus saines possibles, les plus résistantes, notamment au parasismique, puisque c'est un des gros avantages de la maison ossature bois, et puis de répondre localement avec des savoir-faire et des matériaux en économie circulaire, puisque nos isolants sont locaux, notre bois peut, et nous faisons la promotion du pain d'Alep, et ce qui permet donc effectivement, grâce à la conception de cabinets comme Triable, d'avoir des maisons qui restent dans un confort d'été très agréable, sachant que nous devons nous prémunir dans la région PACA des fortes chaleurs
puisque l'avantage de la maison de bois, c'est que nous faisons des maisons sans chauffage principal et nous sommes capables de faire des maisons sans climatisation. Et c'est un sujet important puisque Bruno Bazir, on a vu que même maintenant les présidents de la République se préoccupaient de l'aération des maisons, hein, puisque dans son dernier discours, Emmanuel Macron nous a conseillé, dans le cadre des gestes barrières, d'aérer nos habitats. Donc quand on est dans une région où finalement le côté climatisation compte plus que le côté chauffage en temps normal, et puis à cause du réchauffement climatique, tout ça c'est des contraintes ou des critères spécifiques que vous devez donc prendre en compte et mettre en œuvre au moment de la construction et de la réalisation du projet. Et là, on est sur une spécificité un peu régionale? Bien sûr qu'il faut que la conception soit dépendante complètement de la région et du climat, les microclimats qui les concernent. Mais en fait, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que l'idée, c'est pas de changer quelques petits éléments. Ok, on pourrait dire faire de l'éco-rénovation, on va choisir un isolant différent, mais en fait c'est vraiment une nouvelle conception de l'habitat, et donc cette conception bioclimatique, c'est d'aller chercher au maximum l'énergie du soleil l'hiver pour chauffer la maison et protéger complètement l'été. Plutôt que d'essayer de corriger des choses mal conçues, il vaut mieux bien les concevoir, surtout lorsqu'on va entamer un projet de rénovation et profiter par exemple de ces aides de l'éco-rénovation. Donc la ventilation, effectivement, on en a eu, bon pas seulement avec le Covid, mais avec des gens qui par exemple changeaient juste leurs fenêtres. Ok, il y a une entreprise qui arrivait, on change la fenêtre. Sauf que comme avant c'était une passoire, il y avait de la ventilation naturelle. On ferme, on rend la maison étanche, et du coup, l'air humide, l'air vicié, les composés organiques qui s'échappent des différents matériaux restent à l'intérieur de la maison, et la maison devient toxique. Il y a des champignons qui commencent à apparaître. Donc, il faut absolument avoir une démarche globale pour entamer une éco-rénovation, et bien sûr, cette démarche globale, elle est complètement prise en compte pour de l'habitat neuf. Floris, la différence, on l'a vu, quand on construit une maison, on se dit finalement je peux faire un peu ce que je veux et puis répondre aux standards les plus modernes. Quand on est dans la rénovation, ça semble quand même un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, par rapport à ce que vient de nous dire Bruno, comment est-ce que vous vous positionnez dans votre rôle de consultant? Et puis on va quand même évoquer le sujet important, combien ça coûte tout ça? Parce que derrière on nous dit que ça fait faire des économies d'énergie, mais c'est des travaux évidemment sans doute importants. Alors oui, ce sont des travaux importants et c'est vrai que la rénovation, c'est vraiment une approche très spécifique. Si on raisonne en matière d'utilisation de matière, c'est sûr que on peut se dire que c'est toujours mieux de rénover parce que on ne va pas évacuer des matériaux existants, on va les utiliser, on va les améliorer et ça évite de faire venir des ressources d'ailleurs. Mais c'est pas pour autant que c'est plus simple. Il y a la problématique des imprévus qu'on peut aussi retrouver dans la rénovation. On entame un chantier, et puis tout d'un coup, on se rend compte en effet que le bâtiment n'est pas exactement comme on l'imaginait. Et l'idée que la rénovation serait moins chère que la construction neuve est assez fausse. Quand on est sur une rénovation lourde, on peut se retrouver avec des prix de rénovation rapportés au mètre carré qui sont tout à fait comparables à la construction neuve. Donc, moi, dans mon conseil et dans mon approche des projets de mes clients, c'est souvent une question de localisation qui se joue d'abord, c'est-à-dire où est-ce que vous voulez mener votre projet. Et en fonction de cette localisation, ce sera plus facile de trouver ou des bâtis existants à rénover ou des terrains constructibles. Et ensuite, en fonction de ces deux cas de figure, ça va être deux approches très différentes. Alors Olivier, par rapport à cette question un peu financière, parce que de tout temps, hein, il y a eu des incitations, et puis notamment depuis que l'écologie est complètement rentrée dans nos préoccupations, il y a eu des PTZ écolos, des incitations fiscales ou bancaires pour faire des rénovations. Mais on a l'impression, comme ça, par rapport au discours que vous tenez, que pour vous, spécialistes de la question, il s'agit d'un projet beaucoup plus global que simplement répondre à des problématiques sur
les combles, sur les fenêtres, sur les différentes possibilités peut-être aussi d'avoir une extension de sa maison. On a l'impression que parfois on a pris ce problème petit bout par petit bout, alors que j'ai l'impression à vous entendre qu'on est plutôt sur une approche globale aujourd'hui. Alors, est-ce que dans le fameux plan de relance qui prévoit beaucoup de millions, sinon de milliards d'euros consacrés à ce projet, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être une approche très concrète et très simple, très lisible pour les personnes qui ont des projets? Oui, c'est vrai que la rénovation globale, et là je rejoins complètement les autres participants sur cet aspect de réflexion globale sur le projet. Aujourd'hui, quand nous, on vient nous voir essentiellement pour connaître des informations sur les aides financières, même si dans notre mission, on va au-delà. Mais pendant très longtemps, les aides financières étaient liées, et ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, à les travaux. Je change mes fenêtres, j'ai une aide pour les fenêtres, je change ma chaudière, j'ai une aide pour ma chaudière, etc. Et dans la logique d'arriver sur un parc bâtiment qui soit vraiment basse consommation en 2050, hein, c'est l'objectif de l'État, faut vraiment passer sur une réflexion de rénovation globale. Et les aides financières et leur multiplicité fait que c'est pas forcément l'axe à engager de prime abord à la lisibilité de ces aides. Mais aujourd'hui, avec MaPrimeRénov' notamment, qui par ailleurs a d'autres aspects, mais met en avant la rénovation globale pour une certaine catégorie de population. Les personnes les plus aisées, on va dire, et sachant qu'il existe d'autres dispositifs pour les personnes qui le sont moins. Donc, il y a quand même cette ambition à travers l'outil d'aide financière de l'État d'inciter les porteurs de projets à réfléchir sur un projet global. Le seul est vraiment le coup pour atteindre des niveaux de performance élevés. Voilà, on peut, l'un n'empêche pas l'autre, on peut faire des petits bouts, mais si vraiment on a envie d'aller sur quelque chose de performant, confortable et de bas impact énergétique, et bien à ce moment-là, il faut réfléchir globalement. Les travaux liés, l'entente, le chauffage ne va pas sans l'isolation, qui ne va pas sans la protection solaire, etc. etc. Donc, oui, ça commence, cette question de rénovation globale à être entendue par les services de l'État. Mais nous, ça fait longtemps qu'on prône cette réflexion-là à l'image des architectes et toutes les personnes qui sont engagées dans l'éco-construction et l'éco-rénovation. Alors, on sait combien aujourd'hui la fiscalité peut être incitatrice. Est-ce que vous pensez là, sans vouloir vous amener sur un terrain politique, que enfin les pouvoirs publics ont pris conscience de l'ampleur de la question et que les mesures qui sont proposées conviennent à ces projets? On sait, on le dit, hein, c'est un constat économique. En ce moment, pour les plus aisés, il y a des capacités d'épargne qui se sont reconstituées et qu'il va falloir peut-être remobiliser cette épargne au service de l'économie. Est-ce qu'on a là une opportunité un peu exceptionnelle de dire, bon, bah, on est sur des enveloppes plus importantes, mais on va pouvoir faire des choses plus ambitieuses et surtout plus conformes à l'idée qu'on se fait d'un véritable bâtiment éco-construit? Est-ce qu'on peut rêver de ça dans les mois et les années à venir? Alors, on va peut-être commencer par Bruno sur ces questions ou par Floris? Non, alors c'est Serge qui a pris la main. Oui. Oh. Non. Alors, Floris, allez-y. Alors, vaste question. Moi, je donne des cours à l'École supérieure des professions immobilières, notamment sur le droit de l'environnement appliqué à l'immobilier et sur toutes les réglementations et mesures qui sont prises depuis 15, 20, même plus 30 ans sur les politiques publiques en matière de transition énergétique. Je présente aux étudiants les mesures et après on regarde les résultats. Et force est de constater qu'il y a toujours des écarts absolument énormes entre les objectifs des politiques et les résultats, que ce soit en nombre de rénovations. On a régulièrement cet objectif de 500 000 rénovations par an. Quand on regarde les chiffres, on est entre 30 et 40 000 par an. Il y a des annonces aussi en matière d'aide financière, mais il y a une sous-utilisation de ces aides qui a longtemps été constatée. Alors, il y a peut-être un petit point d'espoir que pourra compléter Olivier Bénéfice. Si on prend par exemple le dispositif MaPrimeRénov', qui a remplacé le CITE, le crédit d'impôt transition énergétique, ce dispositif MaPrimeRénov' est enfin adapté au constat que finalement tous les revenus doivent bénéficier de certaines aides dans certaines limites, et on a élargi le dispositif de sorte que ça élargisse le nombre de rénovations.
Donc, on va voir. Et dans le plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement Castex, il y a cette annonce qu'on va renforcer financièrement cette prime, ma prime rénov'. Donc, gardons une touche d'espoir pour qu'enfin, ça déploie beaucoup plus les rénovations. Serge, peut-être, puisque Floris vous a tendu la perche, est-ce que vous pouvez embrayer sur ce sujet? Bien, nous, en tant qu'éco-bâtissons, on a une particularité, c'est que nous sommes quasiment en exclusivité chez le particulier et sur la construction neuve. Donc, en tant qu'éco-constructeur, en tant qu'architecte et en tant que concepteur, il nous arrive évidemment régulièrement de faire une extension ou de faire une rehausse, mais ça reste toujours du neuf accroché à l'existant. Et comme vous l'aviez indiqué tout à l'heure, nous sommes quand même encore dans des gammes de prix, malheureusement, un petit peu supérieures aux matériaux dits traditionnels, que je dirais plutôt conventionnels. Et tant que, évidemment, le marché ne sera pas aidé et supporté pour un développement maximum du biosourcé, on aura encore ce petit handicap de prix. Donc, nous, les éco-bâtissons, aujourd'hui, on s'intéresse au marché qui est aujourd'hui, on l'a bien compris, le marché le plus important, c'est-à-dire de la rénovation du bâti national, mais nous ne sommes pas structurés, tout simplement parce que les matériaux biosourcés restent un petit peu un handicap financier pour la rénovation. Bruno, sur toutes ces questions et notamment l'appétence maintenant des gens pour peut-être renforcer le budget de l'endroit où ils vivent, hein, avec la conjoncture compliquée que nous vivons et qui nous amène à rester un peu plus chez nous, puisque quand il y a un couvre-feu, par définition, on reste un peu plus à la maison et ne parlons même pas du confinement. Est-ce que tout ça a amené les gens à se dire, bon, je vais peut-être aller sur des investissements, sur des embellissements, mais surtout aussi quand même sur la prise en compte enfin de ces problématiques de développement durable et d'écologie, parce que le fait de pouvoir s'occuper un peu plus de sa maison ces derniers temps nous a amené un peu aussi à revoir de temps en temps nos factures, et notamment nos factures d'énergie, de ce que consommait cette maison et cet habitat. Effectivement, on a constaté une accélération une augmentation des demandes depuis le confinement. Sur un habitat effectivement qui répond beaucoup plus à certains besoins, certaines fonctions, mais aussi certaines valeurs. Et là-dedans, les gens ont tendance à aller vers plus d'autonomie, vers plus de performance et surtout une capacité de dire ok, j'ai envie de vivre dans mon logement pendant longtemps, pas juste comme ça, métro boulot dodo, quoi. Et d'ailleurs, j'interviens dans un organisme de formation qui s'appelle Solutions ERA, E-R-A, et c'est justement destiné aux porteurs de projets qui veulent faire un habitat qui soit cohérent avec leurs valeurs et avec des performances aussi bien énergétiques, mais respectant le maximum l'environnement et tout. Et on a de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Donc, avec Solutions ERA, on amène les gens aussi bien sur les projets de rénovation que sur des projets neufs à leur faire prendre conscience de tous les enjeux, mais aussi toutes les compétences qu'il faut acquérir ou aller les chercher les professionnels qui sont nécessaires pour les accompagner dans leurs projets. Et donc, c'est là où on a une vision transversale de toutes ces problématiques. Donc, pour que non seulement ces rénovations soient performantes par rapport à un confort de vie, mais également qui entraînent du travail beaucoup plus localisé, des filières de matériaux biosourcés renouvelables, donc les plus locales possibles. Donc, il y a toute cette démarche-là intéresse de plus en plus de gens. Autre question aussi qui peut se poser, c'est celle de la concomitance de ces problématiques d'éco-construction et puis de libéralisation du secteur de l'énergie. Il y a beaucoup de fournisseurs aujourd'hui qui vous proposent des diagnostics, des études pour vous faire économiser donc de l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu mercantile aussi derrière tout ça, Olivier Bénéfice, et est-ce qu'il ne vaut mieux pas aller vers des conseils de type, on va dire, peut-être plus institutionnels ou plus associatifs, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on propose des diagnostics
diagnostic, les grands groupes qui vendent de l'électricité, du gaz, vous disent mais je peux venir chez vous et vous dire ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on doit avoir confiance ou est-ce que finalement la meilleure façon, c'est pas d'essayer de s'adresser à des gens qui sur le territoire peuvent globaliser un peu ce type de réponse ou ce type de conseil? Oui, et on prendrait un seul exemple, c'est les combles à 1 euro. L'année dernière, à cette même époque, c'était, on va dire, limite un drame avec du démarchage téléphonique incessant, des réalisations, enfin des non-réalisations de prestations bien vendues. Et c'est vrai que on est dans un marché extrêmement concurrentiel et plus il y a des aides financières de l'État, plus il y a des margoulins qui essayent de récupérer les affaires. Et c'est vrai que il y a un véritable intérêt à se rapprocher de professionnels qualifiés. Donc c'est vrai que c'est un de nos rôles, nous aussi, de référencer des professionnels locaux qualifiés et à travers le forum dont on avait l'ambition de faire pour la 3e année consécutive là, avec Ecobâtisson à Gardanne, c'est aussi cette idée de mettre en relation des porteurs de projets, des particuliers et des professionnels compétents, référencés, qualifiés et de les mettre ensemble dans un cadre de confiance qui est assuré par le service public, donc notre rôle de tiers de confiance pour que il y ait cette rencontre entre des professionnels compétents, des porteurs de projets qui ont envie de faire des choses et que le projet réalisé il soit vraiment performant et que les habitants soient satisfaits de leur projet. Donc oui, après il y a des offres économiques variables, des grands fournisseurs d'énergie ou de petits artisans. Hein. C'est quand même l'artisan, c'est le premier conseilleur, on va dire, la première personne vers laquelle s'oriente un particulier pour avoir des informations. Donc il a un rôle prépondérant. L'intérêt de venir nous voir, c'est aussi d'être mis en relation avec des professionnels référencés, mais aussi de connaître les questions qu'il va falloir poser aux professionnels pour savoir, pour le titiller un petit peu sur ses projets et connaître son savoir-faire. Donc, on a tout intérêt à venir vers nous. Effectivement, on est faiblement sollicité, on est un peu confidentiel comme service, mais on a vraiment intérêt à venir nous voir. Et quand Floris parlait de la faible mobilisation des aides financières, typiquement, c'est une méconnaissance parce qu'il y en a beaucoup. Donc, autant profiter de nos actions. Donc, pour les professionnels, effectivement, ça ne veut pas dire qu'un tel ou un tel professionnel fera mal les choses, mais il faut se méfier de l'argument ou de la volonté commerciale derrière. Ça, c'est sûr. Oui, et comme pour tout avantage fiscal, eh bien, voir en effet que quelquefois, il faut essayer d'en bénéficier sans forcément le payer quelque part, puisqu'il y a évidemment des personnes dont le métier est de faire des offres en fonction des avantages fiscaux qui sont proposés par les gouvernements successifs. Et on sait que dans le domaine de l'immobilier, pas que dans celui de l'éco-construction ou de la construction tout court, il y a toujours eu, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des aides très fortes sur le plan fiscal sur ces secteurs-là. Alors, Serge Lièvremont, vous avez attiré notre attention sur la construction en bois. C'est pas non plus quelque chose de tout à fait nouveau dans la région. Hein. Il y a des quartiers qui ont été construits en bois, je crois du côté de Barcelonnette notamment. Enfin bon, on sait qu'aujourd'hui c'est un matériau qui est utilisé pour construire. Il y a quand même une certaine forme de réticence. Le bois, on a tendance à dire ça peut brûler. Et puis, est-ce que vraiment aujourd'hui vous pouvez nous démontrer que le bois c'est quelque chose qui assure en matière donc d'énergie, en matière de consommation, une économie par rapport à d'autres matériaux qui ne seraient pas biosourcés. Vous avez un peu titillé, j'allais dire, notre attention sur la construction en bois. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Oui, bien sûr. Donc, vous donner quelques chiffres d'abord. La construction bois en France stagne malheureusement depuis les années 2008, la première crise financière. Des années 2000 à 2010, il y avait une vraie progression annuelle, nationale, puisqu'on était arrivé à l'ordre de 10% de construction maisons individuelles isolées. Donc, on va dire le souhait de 90% des Français. Et en Provence, nous sommes l'avant-dernière région qui construit en bois. Alors, il y a encore une petite distinction à faire, parce qu'il y a l'éco-construction bois et il y a la construction bois. Donc évidemment, la différence, c'est l'écologie, les matériaux choisis. Donc la Provence n'est pas une région de culture de la maison en bois, mais pour vous donner un autre ordre d'idée de la progression de l'offre en région PACA,
Cantex et Bois, donc la coopérative que j'ai créée et qui est maintenant dans les mains de la nouvelle génération, nous étions une petite vingtaine en région PACA. Aujourd'hui, si vous tapez construction bois, vous avez à peu près une centaine d'adresses sur la région PACA. Donc vous comprenez bien que le marché n'a pas progressé en fonction. Par contre, les prix qui, il y a 10 ans, nous empêchaient de progresser, puisqu'il y a 10 ans, nous étions en moyenne 20 à 25% plus cher qu'une maison dite traditionnelle, que j'appellerais encore une fois plutôt une maison conventionnelle. Aujourd'hui, les progrès de la législation, notamment par l'intermédiaire de la RT, donc de la règle thermique imposée depuis 2012, a permis de progresser dans les savoir-faire, dans les conceptions et dans le choix des matériaux. Donc les prix aujourd'hui d'une maison en éco-construction bois sont de l'ordre de 1 700 € TTC le mètre carré habitable pour une maison relativement basique. Aussitôt qu'évidemment elle a un petit peu des configurations architecturales, et là je remercie nos amis Triable qui ont une grande capacité à faire de très jolies maisons et qui restent quand même dans les prix très raisonnables, puisque on dépasse rarement une maison éco-construite, biosourcée, bioclimatique à moins de 2 000 € TTC le mètre carré habitable, tout corps d'état. Donc le rapport avec une maison conventionnelle est de l'ordre de aujourd'hui 8 à 10%. En plus cher, évidemment, toujours. Et si vous avez affaire à un client qui réfléchit avant d'agir, lorsque l'on propose une maison sans chauffage principal et sans climatisation, il amortit ce petit pourcentage de 8 à 10% en moins de 10 ans en général, grâce à la consommation qui est bien moins inférieure, évidemment, à la consommation d'énergie, puisque quand la maison est bien conçue, bien construite et très étanche, nous avons des maisons qui consomment aujourd'hui en moyenne entre 150 et 300 € de chauffage par saison. Merci de ces précisions. Alors Floris, justement, quand on entend ce qu'on vient d'entendre et qu'on sait que globalement, en matière de CO2, en matière de pollution, on va dire tout simplement, on a les transports pour un tiers, l'industrie pour un tiers, et puis concernant la qualité de l'air, l'habitat aussi pour un tiers. Donc ce que vient de nous dire Serge, qu'on pouvait amortir le surcoût d'une maison construite avec donc des techniques ou des matériaux correspondant à l'éco-construction, et qu'on pouvait après se retrouver avec, on va dire, quelque chose de tout à fait conforme aux attentes en matière de développement durable. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'incitation? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre un plan de relance peut-être pour mettre enfin quelque chose à la dimension du problème? Parce que là, on est bien sur une notion d'investissement qui est rentabilisée sur quelques années avec évidemment une facture énergétique moins lourde. Il faut aussi rappeler que le plan de relance, comme les politiques publiques en matière de transition énergétique, cible avant tout le parc immobilier existant et qu'on part quand même d'assez loin. Il faut se rappeler que la France a dû construire énormément de logements dans les années 50, 60 et 70. Et qu'à ce moment-là, l'énergie était très peu chère, elle coûtait quasiment rien. Donc, on a construit très vite des bâtiments très peu isolés. Et en quelques années, entre l'avant-seconde guerre et l'après-seconde guerre mondiale, la moyenne de consommation du parc immobilier français a doublé. On est passé de 200 à 400 kWh par mètre carré par an en moyenne de consommation. Donc, c'est énorme. Donc, il y a déjà un gros retard à rattraper sur l'existant, sur le parc immobilier existant. On part de très très loin. Et puis l'existant, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des bâtis très différents entre ceux qui ont été construits dans les années 50, 60, 70, entre des vieilles maisons. Donc tout ça nécessite des techniques qui sont très variées, très différentes. Donc la massification du marché prend du temps parce qu'il faut des solutions techniques à chaque fois adaptées. Donc, en matière de construction neuve, on a en effet les professionnels, on a les techniques. Aujourd'hui, on peut faire des bâtiments neufs de très très bonne qualité. Mais sur l'existant, c'est plus compliqué. On part de loin. Donc, en effet, c'est un peu long. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut espérer que les dernières mesures accélèrent enfin l'évolution sur l'existant.
Et puis, on pourra aussi l'aborder peut-être un peu en fin d'émission, mais il y a un aspect humain quand même très important. On a tendance à parler beaucoup de technique, beaucoup de financier, mais l'aspect humain dans ce projet d'éco-construire ou d'éco-rénover est absolument essentiel et il faudra qu'on l'aborde aussi. Merci, on en parlera dans quelques instants. Alors Bruno, est-ce que l'ensemble des professionnels est aujourd'hui tourné vers cette démarche éco-construction, économie circulaire, matériaux biosourcés? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une inertie de la part des professionnels? Je vous provoque un peu là-dessus, mais est-ce qu'ils sont toujours, j'allais dire, au goût du jour, bien informés, bien formés et prêts à prendre ce petit risque peut-être, parce qu'on est aussi sur des éléments, alors on parlera peut-être de l'humain tout à l'heure, mais sur des éléments un petit peu culturels aussi. C'est pas forcément toujours évident d'envisager d'avoir une maison en bois quand on n'a jamais vécu dans ce type d'habitat pendant les premières années où on a loué des appartements, acheté des appartements ou fait un parcours résidentiel classique. Oui, alors déjà, l'éco-construction n'est pas systématiquement en bois. Hein. On peut utiliser d'autres types de matériaux. On le voit peut-être pas très bien, mais au fond, on a une matériothèque assez fournie. Cette prise de conscience globale est quand même assez généralisée maintenant pour beaucoup de gens. Ils n'ont pas forcément pris encore le temps d'y réfléchir, mais on a quand même beaucoup de gens qui arrivent déjà très informés, même des fois tellement informés qu'ils disent aidez-nous à faire le tri parce qu'on ne sait plus quoi choisir tellement il y a différentes sources d'informations sur un habitat performant et efficace. Pour rebondir un petit peu sur effectivement cette période de construction à la va-vite de l'après-guerre, non seulement on a construit beaucoup, mais il fallait aussi lancer une source d'énergie plus ou moins indépendante qui est le nucléaire. Et donc, à la sortie de la guerre, on avait des maisons qui avaient une lampe électrique par pièce et un poste de radio. Et pour amortir, pour financer ce programme nucléaire, il fallait absolument que les maisons consomment. Donc, on n'a pas cherché au départ à isoler ces maisons. Donc, maintenant, on doit récupérer cet énorme chantier de réhabilité et donc, c'est compliqué. Et pour revenir à votre question sur les artisans, non, effectivement, il y a très peu d'artisans qui ont encore fait le pas de cette prise de conscience sur l'éco-conception et de proposer des matériaux et des techniques constructives qui vont bien, aussi bien pour le chaud que pour le froid, aussi bien pour l'inertie. Donc l'inertie, c'est de la masse pour stocker des calories l'hiver ou de la fraîcheur l'été et qu'on régule comme ça la température dans la maison. Et donc, on a effectivement une demande. D'ailleurs, on vient de fêter les 10 ans de l'association Éco-Bâtisson le mois dernier, et il y avait justement la chambre de métier qui était présente, aussi bien pour le Var que pour le 06, et qui était très en demande des compétences des membres de l'association pour venir faire des formations, et également, je vous parlais de Solutions IRA tout à l'heure, qu'il y a des partenariats qui se créent, parce que nous avons un recul de plus de 10 ans, 15 ans, 30 ans pour certains sur ces techniques constructives et on peut en faire profiter les artisans qui sont intéressés pour ça. Donc il y a un grand défi qui devrait être accompagné par le gouvernement, c'est cette nécessité de former dans ces concepts les artisans qui interviennent sur le bâtiment. Merci. Alors, Olivier Bénéfice, on va évoquer avec vous une autre question. Comme vous êtes un peu au croisement de toutes ces institutions, de tous ces conseils dont on parlait tout à l'heure, et vous avez bien insisté sur le rôle, on va dire, de la puissance publique, ou en tout cas le rôle désintéressé donc des institutions par rapport peut-être à des conseillers privés ou représentants d'autres intérêts. Une question quand même sur le rôle des maires dans tout ça, de tous ceux qui détiennent les permis de construire, le droit du sol. Bon, aujourd'hui, on sait qu'on est dans une région
compliqué à ce niveau-là, parce que le foncier est rare, le foncier est cher, le foncier est parfois aussi compliqué, hein. On est dans une région qui est accidentée et qui en plus comprend, comme on l'a vu malheureusement, à peu près tous les risques naturels, à l'exception de celui du volcanisme. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à faire passer ces notions d'éco-construction dans un monde où il faut construire plus, puisqu'il faut évidemment accueillir plus de personnes, puisque notre région est attractive, et avec des contraintes où on dit au maire, mais attention, là, vous avez construit, vous avez laissé construire trop près du lit de la rivière, et donc on ne va pas pouvoir construire de la même façon, pour reprendre un débat qu'on a eu il y a quelques jours suite aux événements tragiques de l'arrière-pays niçois. Oui, c'est vrai que suite à, pour revenir à ce que disait Floris sur les années 50, 60 et 70, il y a eu énormément de construction, un grand étalement urbain. Et aujourd'hui, il y a une obligation de densification des espaces bâtis pour notamment mieux accueillir de nouveaux bâtiments, hein, et nouveaux logements, mais aussi rentabiliser, améliorer les services qu'on va pouvoir rendre à travers le traitement des eaux, approvisionnement en énergie, etc. Alors, bon, je suis pas un expert sur la construction, hein, puisque nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner sur la rénovation énergétique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les maires ont la capacité à orienter par le choix des projets qui seront menés sur leur territoire. On voit beaucoup maintenant de petits collectifs, donc non pas de l'habitat individuel qui imiterait beaucoup le parc logement, mais dans une problématique de densification, le petit collectif est intéressant parce que on n'est pas sur de la grande barre, on peut créer des situations de bon voisinage parce qu'on sait qu'on est dans du collectif et non pas dans l'individuel à coller. La petite villa qui donne son jardin, donne sur le jardin du voisin et chacun croit qu'il est tout seul, mais en fait pas du tout, il est en collectif finalement dans sa petite maison individuelle. Donc là, il y a des vrais enjeux d'éco-quartier, hein, tout ce petit collectif réfléchi en amont où on peut collectiviser certaines parties du stationnement, des espaces verts, des jardins, et au contraire individualiser certains autres aspects de notre logement. Donc là, il y a la vraie réflexion qui est portée par les maires. On a parlé d'humain tout à l'heure. C'est Floris qui nous avait un petit peu indiqué qu'il souhaitait qu'on conclue cette émission sur cet aspect-là. Alors, qu'est-ce que vous entendez par le côté humain? Je disais un peu le côté aussi culturel, parce qu'il faut qu'on change certainement nos façons de voir les choses, mais vous aviez peut-être une autre idée en tête quand vous évoquiez l'humain. Oui, je l'évoque parce que, en effet, moi, je le rencontre beaucoup sur les projets que je peux accompagner ou auprès de certains clients. C'est vrai que nous, on est professionnels, donc on travaille là-dessus au quotidien. Mais parfois, c'est bon de se souvenir que les clients en question, c'est des personnes qui portent un projet d'habitat, qui est peut-être un projet d'éco-rénovation ou d'éco-construction, et qui est un projet d'habitat. C'est peut-être le projet le plus à la fois le plus important, parfois le plus lourd, en tout cas potentiellement le plus stressant dans une vie, c'est justement ce projet d'habitat. Donc moi, je voudrais un petit peu m'adresser peut-être à ceux qui nous regardent en leur disant et en leur donnant quelques conseils. Un des premiers conseils, c'est vraiment essayer de prendre votre temps. Le fait que ce soit un projet tellement chargé un petit peu émotionnellement et financièrement fait que parfois on agit un peu sous pression, on fait des choix sous pression, parfois d'achat de terrain ou d'achat de bâtiments, sans prendre certaines précautions. Donc faites-vous bien conseiller. N'agissez pas dans l'urgence. Si vous avez vraiment un projet de ce type-là et que vous voulez vous donner le temps, parfois c'est pas la peine de devenir tout de suite propriétaire. On peut prendre une location et travailler son projet tranquillement avec des professionnels. Rencontrez différents professionnels, faites faire plusieurs devis, vérifiez leurs assurances. C'est toutes ces petites précautions qui fait qu'on va éviter certains pièges et que finalement le projet va aboutir. Parce que souvent on a un rêve. Et puis la réalité vient éroder ce rêve. Il y a certains écueils sur la partie immobilière, sur la partie technique, qui font que le rêve tombe. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Hein, il y a des professionnels référencés, il y a des points de vigilance, des points de précaution. Et puis régulièrement, le conseil aussi, c'est de célébrer certaines étapes du projet. Quand on a trouvé le terrain, le bâti, on le célèbre, on le fête ce moment-là. Quand les fondations de la maison sont faites, on le fête avec les professionnels. Et toutes ces dynamiques de projet sont des clés de réussite in fine du projet.
C'est des projets dans lesquels, puisqu'on parle de l'aspect humain, on a envie parfois de s'impliquer un peu soi-même, hein, ou d'impliquer sa famille. Là aussi, le confinement, sans faire des considérations Café du Commerce, a quand même amené les gens peut-être à se réintéresser un peu au bricolage, ou même au-delà du bricolage, à la nécessité de faire eux-mêmes des aménagements dans leur maison. La législation est assez stricte, hein, à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on puisse faire vraiment n'importe quoi avec les professionnels, mais est-ce qu'on est dans l'approche que nous indiquait Floris, dans une, j'allais dire, parce que le mot est à la mode, un peu une co-construction, Serge Lièvremont? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les personnes qui viennent vous voir ont envie de co-construire, comme l'on dit maintenant, ce projet avec vous? Oui, tout à fait. En Provence, c'est un petit peu comme l'éco-construction bois. C'est pas une grande culture de coopération ou d'autoconstructeurs. Par contre, on rencontre de plus en plus, notamment évidemment de jeunes couples, donc des trentenaires, qui souhaitent approfondir leurs connaissances en même temps qu'ils font bâtir. Et nous avons deux très beaux exemples pour l'année 2021. Et pour la première fois, nous nous intéressons, la société Exebois, à pouvoir faire participer l'un ou l'autre, voire le couple. Un autre exemple, nous avons bâti une maison isolée en paille il y a à peu près 3 ans sur Carqueiranne. C'est le couple lui-même qui a posé les 680 bottes de paille dans sa maison en bois. Et donc les deux villas que nous allons commencer en début d'année, nous avons là les deux hommes du couple qui ont prévu d'arrêter de travailler pendant 2 mois et de participer en tant qu'apprentis, évidemment, à la construction de leur maison, tout en sauvegardant évidemment tout le savoir-faire et la technique et la responsabilité à l'entreprise de construction qui assure le clos couvert isolé dans les normes et pour satisfaire aussi la garantie décennale et les responsabilités civiles. Donc c'est une tendance légère en région PACA. On sait que c'est une tendance beaucoup plus lourde dans le milieu et le nord de la France et beaucoup aussi en zone rurale. Merci. Alors Olivier Bénéfice, justement par rapport à cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est la région de la COP d'avance, hein, donc avec un plan climat ambitieux, est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment dans les échos des personnes qui viennent vous voir, dans ce que vous entendez? Est-ce que cette problématique percute, comme l'on dit, imprime aujourd'hui les gens? Est-ce qu'ils se disent il faut quand même que je travaille sur des solutions où on peut être en économie circulaire avec la perspective d'économiser de l'énergie et puis peut-être de léguer plus tard à nos enfants des maisons qui auront été éco-construites et qui, pourquoi pas, seront neutres en consommation d'énergie, voire des bâtiments positifs? Oui, je crois qu'il y a, en tout cas chez les personnes qui viennent nous voir, nous consulter, c'est vraiment un aspect qui est devenu prévalent. Il y a quelque temps, les gens venaient pour savoir comment on isole. Maintenant, ça c'est acquis. Les gens savent qu'il faut isoler. La recherche maintenant des porteurs de projets, des particuliers qui souhaitent rénover, qui souhaitent bâtir, c'est de construire un habitat confortable, sain. Donc la question du confort d'été, du confort d'hiver, de la qualité de l'air intérieur, des matériaux, du choix des matériaux qui vont être mis à l'intérieur, au-delà des choix des matériaux constructifs, je pense pas forcément, et c'est là notre rôle d'amener aussi à la réflexion des matériaux constructifs, mais effectivement, la question de comment être bien chez soi et que son propre bâti et un impact limité sur l'environnement et le changement climatique, c'est quelque chose qui est pris en compte. Alors, est-ce que c'est la question, enfin l'élément primordial dans un projet de construction? Ben, il y a quand même les aspects financiers, l'aspect du bien existant à rénover ou du choix du terrain à bâtir. La contrainte économique est liée, la contrainte technique aussi. Mais en ligne de fond, sur la réflexion du projet, effectivement, la question d'être bien chez soi et du faible impact de son logement sur l'environnement, c'est quelque chose qui a énormément progressé par rapport aux années précédentes. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de positif.
Merci beaucoup. Alors, on va conclure avec Bruno Bazir parce que j'ai envie de vous titiller un peu et de vous provoquer à la fin de cet entretien sympathique. Là, on a parlé de maisons très fonctionnelles, hein, de cette notion d'avoir une maison dans laquelle, évidemment, on a une consommation d'énergie optimisée, une maison qui aura été éco-construite, peut-être avec donc des matériaux biosourcés très performants. Mais on n'a pas parlé jusqu'à maintenant de quelque chose qui compte aussi et qui compte sur l'aspect social de la maison dans laquelle on habite, c'est sa beauté. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des belles maisons, des maisons, à l'époque, on disait des maisons d'architectes, je ne sais pas si on emploie toujours ce terme-là, est-ce qu'on peut avoir des belles maisons qui sont construites en fonction de ces critères, éco-construction, rénovation énergétique? On ne parle plus jamais, finalement, du look de la maison et de sa beauté et de l'impression visuelle qu'on a en voyant la maison de nos amis ou des membres de notre famille. Alors, vous avez bien raison de soulever cette problématique parce qu'il y a eu quelques contre-exemples, des maisons écolo faites avec des bouts de ficelle et qui n'étaient pas très agréables à regarder. Et donc, non, justement, je pense qu'il y a un atout à mettre quand même une esthétique. Mais notre point fort, c'est d'être une esthétique fonctionnelle. Au lieu d'ajouter quelque chose qui est juste pour la décoration, si ça a une fonction, c'est-à-dire une protection du soleil, une protection du vis-à-vis du voisin, faire rentrer plus de soleil l'hiver, eh ben, on va jouer sur tous ces éléments-là et on va essayer d'avoir une meilleure intégration par rapport à son environnement. Donc, on va étudier dans une conception bioclimatique bien intégrante l'environnement, la végétation, les rochers. On va limiter les impacts de terrassement pour que si un jour, dans quelques centaines d'années, on décide d'enlever la maison, et ben en fait, on restitue le terrain à peu près comme on l'a trouvé avant. Et du coup, il y a moins de déchets. Il y a moins de camions qui vont transporter ces matières et tout. Donc, il y a énormément d'éléments que l'on prend en compte dans une éco-conception. Et il y a un élément que je voulais assister également, c'est qu'en fait, on a des risques maintenant l'été d'avoir des coupures de courant, des blackouts, parce que la fourniture d'électricité pour les climatisations sont telles, et avec des canicules, les centrales nucléaires sont obligées de baisser un peu leur production parce que voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais imaginez des maisons qui n'ont pas été conçues pour se protéger du soleil, ou des parois vitrées très grandes sur les immeubles et tout ça, et où il n'y a plus la climatisation. En été, c'est juste catastrophique. Donc, il faut absolument que l'ensemble des architectes prennent conscience que il faut que la maison fonctionne sans climatisation. Donc, merci. On va créer des nouvelles esthétiques. Allez-y. Oui, donc du coup, ça va entraîner une esthétique particulière, comme je vous disais, fonctionnelle, qui peut être très intéressante. Merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté d'être les invités de M-Provence aujourd'hui pour ce débat sur l'éco-construction et la rénovation énergétique. On a bien noté que l'année prochaine, on vous retrouverait certainement à Gardanne d'une façon peut-être plus conviviale et dans un échange plus direct. Mais ce sont les contraintes aujourd'hui qui nous amènent à avoir utilisé le digital pour ce débat-là. J'espère que les personnes qui nous ont regardés ou qui souhaiteraient éventuellement poser des questions par la suite et reprendre, puisque cette émission sera évidemment disponible, notamment sur la page Facebook de M-Provence, eh bien, pourront contribuer au débat dans les jours et les semaines à venir. Et puis on aura l'occasion certainement, messieurs, de vous retrouver sur ces questions-là, puisqu'elles sont, on l'a bien compris, au cœur des préoccupations de tout un chacun. Donc merci Serge Lièvremont, merci Olivier Bénéfice, merci Floris Van Niet et merci Bruno Bazir d'avoir été nos invités. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bonsoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.